Bienvenue encore une fois à ce journal. Le Rwanda et Singapour sont déterminés à développer davantage leur coopération, notamment dans les domaines du développement économique et de la bonne gouvernance. C'est l'un des enseignements que l'on peut retenir de la visite de 3 jours que le président de la République, Paul Kagame, a entamée à Singapour. Les détails avec Patrick Nilidandi. Au cours de sa visite à Singapour, le président Paul Kagame a été reçu ce vendredi par le Premier ministre singapourien Lee Hsien-loong. Les entretiens entre les deux hommes d'État ont porté sur des sujets tels que le développement économique et social, l'unité et la réconciliation, ainsi que la bonne gouvernance. Le bureau du chef de l'État rwandais a annoncé que les deux dirigeants se sont déclarés déterminés à améliorer leurs relations bilatérales. À Singapour, le président Paul Kagame a été aussi reçu par la présidente du Singapour, Mme Hailima Yacob, au palais présidentiel de Istana. La discussion portait sur les relations bilatérales et d'autres sujets que les deux pays ont en commun, notamment l'innovation, la technologie et l'éducation. Avant les audiences lui accordées par les deux dirigeants, le président Paul Kagame a prononcé un discours devant les étudiants, le personnel et les chercheurs de l'Université technologique de Nanyang à Singapour, l'une des meilleures universités du monde. Dans l'échange axé sur le parcours du Rwanda au cours des 28 dernières années, le chef de l'État est revenu sur les 3 éléments que le pays a priorisés pour se reconstruire, notamment l'unité des Rwandais, la gouvernance caractérisée par l'intégrité et la technologie ainsi que l'innovation. Il est revenu sur les priorités du Rwanda après la tragédie de 1994. Tout d'abord, l'autonomisation des jeunes et la création des valeurs d'unité, tout ce qui unit les jeunes et non ce qui les divise. Le président Kagame a déclaré que le Rwanda s'efforce de créer une culture de compétitivité. Par conséquent, les jeunes sont invités à travailler dur et bien pour espérer avoir des résultats probants. Avant tout, il est important de veiller à l'unité du pays et aux bonnes relations entre toutes les composantes de la société. Nous avons commencé par construire la sécurité, parce que c'est la base pour tout développement. Nous avons procédé au brassage des forces armées, afin de former une armée unie, entre celle qui a libéré le pays, ainsi que celle qui avait été vaincue. L'unité au Rwanda a été entachée par le colonialisme et les républiques qui ont suivi après l'indépendance. Nous avons ramené les valeurs traditionnelles en tant que communauté, en se basant sur ce qui unit les gens avec un objectif commun, celui d'améliorer leurs conditions de vie. Nous avons libéré ceux qui avaient commis les génocides et avons permis qu'ils retournent dans leur famille après avoir été jugés par les juridictions Gacaca. Le but étant de punir, mais aussi de faire la vérité. C'était quelque chose de très important pour les survivants et ceux qui les ont trahis afin qu'ils puissent à nouveau vivre ensemble. Nous nous soucions également de construire chez les jeunes les vraies valeurs d'un citoyen digne, en soulignant que les Rwandais ont plus de points en commun plutôt que des différences. Le résultat est qu'aujourd'hui, des recherches indépendantes montrent que la population jouit d'un haut degré de confiance entre ses composantes, de loin devant les autres nations du monde. Lors de sa visite à l'Université technologique de Nanyang, le président Kagame a planté un arbre dans le jardin de l'université, un arbre connu en langue kinyarwanda sous le nom d'Assam, symbole de changement et de détermination dans la quête de l'innovation et de la durabilité. Le Rwanda et Singapour entretiennent des relations et une coopération dans divers domaines, notamment les commerces et l'investissement, l'éducation, la protection de l'environnement, la technologie, la justice, les transports aériens et bien d'autres. La présentation des éléments de preuve dans l'affaire procureur contre Félicien Kabuga débutera le 5 octobre prochain, annonce faite ce vendredi par le mécanisme résiduel des tribunaux pénaux à La Haye au terme de la présentation des déclarations liminaires ce matin. La suite avec Jean Damascène Manichim. Comme au premier jour des audiences dans cette affaire hier jeudi, l'accusé Félicien Kabuga n'a pas assisté à l'audience de ce vendredi. L'accusé Félicien Kabuga a choisi de renoncer à son droit d'assister à son procès, a déclaré le président de la Cour, avant d'ajouter « Nous allons donc procéder à son absence. Nous allons entendre une partie de la présentation éliminée de la défense », a déclaré le président de la Cour.
La défense de Kabuga a indiqué à la Cour que les accusations portées contre leurs clients sont, selon elle, déconnectées de la réalité de ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, ajoutant que le bureau du procureur ne démontre pas des postulats relatifs à ces accusations contre Kabuga. La défense de Kabuga réagissait ainsi à la présentation liminaire de l'accusation jeudi, qui a fait valoir que Félicien Kabuga a délibérément porté de contributions importantes à la commission des crimes pour lesquels il est poursuivi. Allié à d'autres extrémistes hutus, Félicien Kabuga a organisé la création de la RTLM afin de propager l'idéologie du génocide. Selon toujours l'accusation, Kabuga a financé l'achat du matériel nécessaire, obtenu les fréquences de diffusion de la radio RTLM, organisé le financement par emprunt, fait enregistrer la RTLM et en a assuré la gestion par l'intermédiaire du comité d'initiative, l'unique organe exécutif. La RTLM et son message anti-Tutsi a rapidement touché un large public à la suite de sa première émission en juillet 1994, a précisé l'accusation. Outre le fait d'avoir étroitement participé à la propagation de l'idéologie génocidaire, Félicien Kabuga a, dans le même temps, soutenu directement les miliciens Interahamwe qui allaient compter parmi les principaux auteurs du génocide. Il les a financés, leur a fourni et distribué des armes, a organisé leurs formations et a plus tard encouragé personnellement la commission de meurtre. L'accusation a également fait valoir que les éléments de preuve montreront que Félicien Kabuga, animé par des croyances extrémistes, a joué un rôle déterminant en engendrant les crimes et les souffrances presque inimaginables qui ont secoué le Rwanda en 1994. Félicien Kabuga est poursuivi pour 6 chefs d'accusation, crimes de génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide, entente en vue de commettre le génocide, ainsi que les crimes contre l'humanité que sont l'extermination, l'assassinat et les persécutions, tous commis pendant le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Après la présentation liminaire de la défense ce vendredi, le président de la Cour a indiqué que le procès reprendra le mercredi 5 octobre prochain à 10h avec la déposition du témoin de l'accusation. Il a par ailleurs fait savoir que seront appliquées les mesures de protection des témoins et que donc ces derniers seront identifiés par des pseudonymes. À présent, dans le secteur de la santé, certains des patients atteints des tumeurs cérébrales qui sont traités au centre hospitalier universitaire de Kigali, CHUK, sont reconnaissants envers les experts en provenance du Royaume-Uni qui les aident à sauver de nombreuses vies grâce à leur intervention chirurgicale. Le point toujours avec Patrick Nilidandi. Rugenga Manzi, patient au CHUK, raconte qu'il a été soigné et opéré par ses médecins alors que sa vie était en danger. J'avais reçu un coup des sabots de la vache. Je me suis retrouvé par terre et la tête avait cogné contre le sol. Je l'ai ignoré au début, mais au fil des jours, la douleur s'est aggravée jusqu'à ce qu'elle soit intense à tel point qu'il a fallu me rendre à l'hôpital. Ils m'ont opéré pour enlever les cailloux de sang qui étaient coincés dans ma tête. Et puis, je peux déjà sentir que j'ai repris possession de mon corps. Ma vie est de retour. Les médecins ont démontré leur compétence. Dr Mouneza Sévérien, chef de la neurochirurgie au CHUK, a déclaré que les temps passés avec ces experts ont été fort bénéfiques car ils ont beaucoup appris. Il a indiqué que la médecine au Rwanda a beaucoup progressé. Le nombre de patients augmente chaque jour, car en un an, nous traitons plus de 700 patients, dont ce service de neurochirurgie. Mais cela laisse 200 ou 300 patients sur la liste d'attente. Le poids est différent et réduire le nombre est difficile. Mais comme on a une telle opportunité, le nombre diminue. Il y a des situations qui nécessitent plusieurs heures de chirurgie, comme ces patients que nous avons opérés cette semaine. Il y a des patients qui peuvent nous prendre toute une journée. Vous pouvez donc voir à quel point il est difficile de réduire le nombre de cas. Dr Sam Moukit, membre de l'équipe de médecins spécialistes qui est sur le point de terminer l'opération de chirurgie cérébrale, connue sous le nom de neurochirurgie à l'hôpital
CHUK s'est dit satisfait de la coopération avec ses collègues médecins du CHUK du Rwanda afin de sauver des vies. Ils ont les moyens techniques pour travailler et ces médecins sont maintenant des experts. Ils ont les talents nécessaires pour aider les autres. Nous sommes ici pour partager nos connaissances et aider à sauver des vies. Ose Navuka, chef de Legacy of Hope, a indiqué que son organisation avait l'objectif d'envoyer au moins 2 fois par an ses experts afin d'aider à la formation de leurs homologues rwandais à certaines opérations délicates. Il y a 5 équipes dans différentes spécialités, ORL, gynécologie et neurochirurgie. Compte tenu des disponibilités, nous allons amener des spécialistes de la neurochirurgie 2 fois par an, et non seulement ici. C'est la 4e fois que ces chirurgiens de cerveau viennent au Rwanda. Depuis lundi, ils ont effectué plus de 18 interventions chirurgicales, mais depuis qu'ils ont commencé à venir en 2017, ils ont déjà effectué plus de 100 interventions chirurgicales. Le ministère du Commerce et de l'Industrie de l'Office rwandais pour la promotion du développement RDB affirme que le Rwanda est prêt à exporter des marchandises vers les États membres de la zone de libre-échange continentale africaine à compter du 10 octobre prochain. Patrick Agnelidandi nous fait le point. Certains industriels au sein de la zone industrielle de Kigali se disent confiants des opportunités qu'offre la zone de libre-échange continentale africaine, ZELCAF en sigle, et qui sont prêts à exporter divers produits à travers le programme de marché commun qui va être officiellement lancé le 7 octobre 2022 au Ghana. Nous sommes absolument prêts, d'autant plus que nous avons déjà commencé à vendre des produits au Congo. Par exemple, nous voulons aussi nous rendre au Mozambique, en Tanzanie, au Kenya. Partout dans ces pays, nous avons des clients. Même là où nous n'avons pas de produits dans certains pays, nous voulons y aller. Et partout où nous arrivons, les gens sont impressionnés par la qualité de nos produits. En conférence de presse, le ministre du Commerce et de l'Industrie a déclaré que le Rwanda se trouve en bonne position en termes d'exportation des services vers d'autres pays. Le Rwanda est dans une bonne position en termes de services d'exportation grâce, par exemple, à Rwandair. Nous pouvons faire plus dans les services d'exportation et aussi grâce à l'informatique. Mais nous voulons nous concentrer davantage sur la fabrication de certains produits, car le Rwanda a su montrer un potentiel suffisant. Tout cela prend du temps. Nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise du jour au lendemain. Nous avons commencé à faire tout notre possible, comme je l'ai dit, avant que Rwandais ait créé un tarif spécial pour réduire les taxes sur les exportations, afin que ceux qui veulent exporter se voient accorder un tarif spécial qui a été discuté et convenu. Même si nous devons commencer avec peu de biens pour diverses raisons, car nous sommes en phase pilote, l'avantage autour de ce que nous faisons nous aidera à mieux nous positionner. Le directeur général de l'Office rwandais pour la promotion du développement RDB en sigle et en anglais, Zéphanie Nyonguru, déclare être convaincu que les industries rwandaises seront en mesure de produire des produits de qualité. Le commerce intra-africain au Rwanda a doublé au cours des 5 dernières années, passant d'environ 986 millions de dollars américains en 2017 à 1 854 millions de dollars en 2021. La zone de libre-échange continentale africaine a officiellement commencé à fonctionner le 1er janvier 2021, après quoi 54 pays ont signé l'accord et 35 pays l'ont ratifié au niveau national. Le gouvernement du Rwanda a besoin de 11 milliards de dollars américains pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre de la protection de l'environnement et du renforcement de la lutte contre les effets du changement climatique. Le rapport de la Banque mondiale sur le changement climatique et le développement apprécie les progrès réalisés par le Rwanda dans la protection de l'environnement, mais souligne que des mesures devaient être prises pour empêcher que le changement climatique perturbe ce qui a été déjà réalisé.
En district de Nyamagabe, dans les établissements scolaires avoisinant le champ de réfugiés de Kigeme, il a été ajouté des salles de classe. Les enseignants, tout comme les élèves, se réjouissent du fait que les classes ne seront plus remplies comme avant, dépassant le nombre d'élèves prévus par manque de locaux. Le récit suivant nous en dit plus. Il n'y a pas encore les éléments en images. Nous allons tout de suite vers des experts en éducation qui affirment que le succès d'un élève ne dépend pas du milieu de résidence tant urbain que rural, mais plutôt de l'encadrement qu'il reçoit de la part de ses parents et des éducateurs. Environ 40 000 élèves du primaire et du cycle inférieur du secondaire vont en effet refaire leur année d'études parce qu'ils n'ont pas réussi le test national de fin de cycle. Kassim Youssef. L'élève le plus performant au test national au primaire dans la ville de Kigali et deuxième au niveau national était le candidat de l'école Mont-Carmel. En ce qui concerne notre collaboration avec les enseignants, nous les suivons de près et ils sont épanouis. C'est-à-dire que l'enseignant va en classe avec tout le matériel nécessaire et bien préparé. Nous, en tant que direction, nous les aidons. Notre inspection ne consistait pas à les rabaisser, mais à leur permettre d'acquérir davantage de connaissances. Nos enseignants sont bien encadrés, ils ont tout ce qu'il faut de façon qu'ils ne sont pas confrontés à différents obstacles dans leur travail ici à l'école Mont-Carmel. La direction en charge de discipline au groupe scolaire de Kinyinya indique qu'ils ont des élèves qui ont obtenu de très bonnes notes et d'autres qui ont considérablement échoué suite à diverses raisons, dont une forte densité d'élèves en classe et l'enregistrement des enfants qui avaient abandonné l'école et qui n'ont pas eu assez de temps pour réviser les cours. L'on trouve souvent des élèves qui se présentent aux examens sans avoir été bien préparés parce que c'était juste à ce moment-là qu'ils revenaient à l'école après avoir quitté la rue. Pour les mettre sur les bonnes rails, beaucoup d'efforts de l'enseignant s'imposent. Les résultats des tests de fin de cycle sont donc affectés par cette situation et lorsqu'il y a ceux qui échouent, nous leur accordons la chance de refaire l'année selon l'instruction du ministère de l'Éducation et l'année suivante, ils réussissent bien. Environ 40 000 élèves au primaire et au cycle inférieur du secondaire vont refaire l'année parce qu'ils n'ont pas obtenu la note nécessaire pour passer dans la classe supérieure et la ministre de l'Éducation indique qu'on va trouver un moyen pour qu'ils puissent être inscrits dans leurs écoles respectives. Ceux qui n'ont pas réussi n'ont pas donc été affectés dans les classes supérieures et devront refaire l'année pour qu'ils puissent réussir l'année suivante. Et nous collaborons avec les écoles pour voir où ils pourront étudier, mais normalement, il ne devrait pas manquer de place. Les écoles privées prennent également ceux qui ont réussi et nous l'avons dit lors de la publication des notes. Ceux qui n'ont pas réussi doivent normalement refaire et les écoles privées sont invitées à ne prendre que ceux qui ont obtenu la note suffisante. Pour confirmer que le succès d'un élève ne dépend pas du milieu de résidence, tant urbain que rural, qu'il ait fréquenté une école publique ou privée, c'est que l'élève le plus performant au dernier test national au primaire a fréquenté l'école Saint-André dans le district de Muhanga et la deuxième est une fille de l'école privée Mont-Carmel dans la ville de Kigali. Le plus performant au tronc commun est un élève de l'Académie de la Salle dans la ville de Kigali et la... Voilà, c'est tout pour l'instant et au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie moi-même, Michel Iladukunda. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien et bon week-end.